Bonjour. 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 Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous me voyez tous? Ouais. Oui, oui. Parfaitement. Oui, on te voit. Mais c'est bien. Donc, mon nom, c'est Patrick Pani. Alors, attendez, moi aussi, j'ai un petit problème là-dessus de connexion. Je ne vois pas. Excusez-moi, je n'ai pas ce truc. Pourquoi je n'ai pas la caméra? Je ne comprends pas pourquoi l'écran partagé. On ne peut pas démarrer le partage d'écran pendant qu'un autre personne. Bon. On a un petit. Bah, écoute, Patrick, on t'entend bien. On ne te voit pas nécessairement, mais on t'entend bien en tout cas. Ouais. Vous me voyez mal? Moi, je ne vois pas, mais on t'entend très bien. Moi, je Bon, vous vois bien. Ici, On Philippe. voit bien, Gérard. Écoutez, là, je suis un peu désolé Donc, mon nom, Patrick Pani. Je suis maîtrise sciences de gestion 1972. Donc, la première promotion qui a fait les 4 ans à Dauphine. Je suis l'ancien directeur général d'Amundi pour l'Amérique du Nord. Amundi, société de gestion d'actifs filiale du Crédit Agricole. Et je suis le président de Paris Dauphine Foundation USA, une fondation qui a été créée, qui est le miroir de la fondation française, créée spécifiquement pour pouvoir collecter de la part de donateurs américains des dons pour lesquels on peut émettre des reçus qui permettent de déduire ces sommes de ces revenus fiscaux. On appelle ça un statut de 501C3, qui est le statut standard des grandes institutions caritatives et non-profit aux États-Unis. Et la raison d'être donc de notre fondation, c'est de rassembler les anciens de l'université qui souhaiteraient rendre un peu de ce qu'ils ont acquis à l'université à leur alma mater en résultat de ce qu'ils ont réussi dans la vie. Donc voilà pourquoi nous nous rassemblons aujourd'hui pour une petite présentation rapide de la Fondation, ce que je viens de faire, et pour accueillir Monsieur Mouhoud, qui est le nouveau président de l'Université Paris-Dauphine, qui en était son vice-président et qui a été pendant de longues années enseignant et qui est toujours d'ailleurs enseignant à l'université, qui a également enseigné aux universités de Columbia et de Princeton, qui est également conseiller qui conseille, oui plutôt, la Banque mondiale, le FMI et quelques autres institutions internationales sur les questions d'économie et de mondialisation de l'économie. Et je vais, sans plus attendre, puisque nous avons pris un tout petit peu de retard, passer la tribune à Monsieur Mouhoud, qui est donc notre président de l'Université Paris-Dauphine. Merci beaucoup. Est-ce que vous me voyez? Oui? Vous me voyez? Oui. Très bien. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci Patrick pour cette introduction. Je vais me présenter très brièvement en complément de ce qui a été dit pour vous savoir, pour que vous sachiez qui je suis exactement. Donc effectivement, j'ai été élu président de notre université le 3 décembre dernier. Et je suis très fier d'avoir gagné les élections contre un concurrent. Quand on est économiste, on a bien gagné, pas en situation de monopole, mais contre des concurrents. Et puis, comme vous l'avez dit, je suis professeur d'économie internationale. Je m'intéresse aux effets de la mondialisation. J'ai été le premier en France à avoir travaillé sur des questions de relocalisation industrielle. C'est un thème qui est assez à la mode maintenant, mais j'étais le premier à avoir modélisé, théorisé et prédit le phénomène des relocalisations il y a déjà, au début des années 90, ça fait déjà une bonne trentaine d'années. Donc, à la tête de l'Université Paris-Dauphine, je suis évidemment très fier de représenter cette université. Je dirige également le Master Affaires internationales 212, que je co-dirige avec mon collègue et ami Philippe Chalmin. Je vois qu'il y a un ancien du 212 parmi vous, que je salue. Et je vous salue évidemment tous et toutes. Et je suis très content et très heureux de pouvoir m'adresser à vous.
Alors, je ne vais pas, et je vais essayer de pas être très long, trop long en tout cas, pour pouvoir vous expliquer un tout petit peu quel est le cap que nous souhaitons suivre. Hein. Vous voyez sur la première slide que Dauphine est une université qui est une université finalement d'à peu près 10 000 étudiants par an, si je compte la formation continue. C'est une université avec un modèle tout à fait unique. Vous connaissez, c'est votre université, ça a beaucoup évolué quand même, et je vous dirai dans quelle direction, tout en conservant le modèle initial que vous connaissez. C'est un modèle de sélection, on choisit nos étudiants, les étudiants nous choisissent, mais on sort de deux écueils du système éducatif de l'enseignement supérieur français. Ces deux écueils sont, un, les universités de masse non sélectives qui sélectionnent par l'échec, et deux, les grandes écoles qui sélectionnent des tout petits segments qui étaient valables dans les années 60, 1960, quand on avait une grande croissance d'une économie peu ouverte à l'international, mais aujourd'hui, dans la mondialisation, c'est assez peu visible. Ce que fait Dauphine, c'est de recruter quand même 1000 étudiants entrants par an en première année, ce qui n'est pas rien du tout, mais sur une base de qualité, puisque grâce à Parcoursup, on atteint 25 000 candidats en première année, et on en prend à peu près 4%, 4 à 5%, mais ça fait quand même des gens tout à fait excellents, mais qui vont dans l'importance en termes de nombre, elle n'est pas du tout négligeable. Donc, c'est ce que j'appelle le modèle dauphinois, et ce modèle, en France, est tout à fait important, et cette université Paris-Dauphine a évolué parce qu'elle est membre fondatrice de PSL, Paris Sciences et Lettres. Et en fait, c'est une chance pour nous aussi, à la fois pour PSL et pour nous, parce que dans cette université de recherche PSL, Paris Sciences et Lettres, nous sommes la seule université et nous sommes avec des universités, des écoles aussi prestigieuses que l'école normale supérieure, comme vous pouvez le voir sur le schéma, hein, l'école des hautes études, l'école pratique des hautes études, l'école de chimie de Paris, le SPCI, l'école normale supérieure, je l'ai dit, Collège de France, l'Institut Curie. Et grâce à toutes ces grandes écoles, on a aussi des écoles d'art, je vais en parler dans un instant, comme le Conservatoire national des arts dramatiques, l'Observatoire de Paris, pas en art, mais en recherche. Voilà, il y a toute une série de grandes écoles et nous formons un réseau qui nous a permis aujourd'hui d'être classé 36e au classement de Shanghai. Nous avons fait encore mieux dans le QS, puisque maintenant nous sommes classés parmi les premiers, tout premiers, 20 premiers mondiaux. Donc la visibilité de Dauphine dans sa relation avec PSL s'est accrue considérablement et nous en sommes tout à fait heureux, mais ça ne suffit pas. Hein. Les classements ne suffisent pas. Il faut aussi avoir des projets qui sont des projets tout à fait motivants pour préparer aussi nos étudiants à s'insérer sur le marché du travail et à l'avenir. Alors, l'Université Paris-Dauphine, c'est une université sélective, comme je l'ai dit, mais qui est extrêmement performante en matière d'insertion sur le marché du travail. On a 96% de taux d'insertion de nos diplômés dans un délai de 1 mois et demi maximum, hein, à peu près. Donc, si vous voulez, c'est un phénomène qui est très intéressant parce que, y compris avec la crise sanitaire, nous avons eu beaucoup de résilience. Et ce modèle qui est en osmose avec les entreprises. On a beaucoup développé l'apprentissage, on a beaucoup développé l'alternance, l'enseignement par l'alternance. On est tout à fait à la pointe de ces types d'insertion avec le monde socio-économique. Mais ça ne serait pas aussi fort s'il n'y avait pas la recherche. Et on a effectivement des grands laboratoires de recherche, tous reconnus par le CNRS, en unité mixte de recherche avec le CNRS. Et nous avons donc des compétences qui vont des mathématiques, informatique, intelligence artificielle, en passant par les domaines traditionnels de Dauphine, la finance, le management, l'économie, bien sûr, les sciences sociales, avec la sociologie et la science politique, et le droit. Et ces 6 laboratoires de recherche dans 6 domaines complémentaires nous autorisent de créer des axes de recherche tout à fait nouveaux et importants, comme Dauphine numérique, où nous essayons d'allier intelligence artificielle et sciences des organisations et de la décision. Nous dirigeons un grand programme qu'on appelle Prairie au niveau de PSL, qui est financé par le programme d'avenir, le programme d'investissement d'avenir, et qui regroupe les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle. Mais ce n'est pas seulement sur l'intelligence artificielle que nous
que nous appuyons sur les complémentarités avec les sciences des organisations. On a par exemple de l'économie de la santé à Dauphine. Oui, excuse-moi, oui. Bon, 30 secondes, c'est parce que j'ai été, madame. Alors, il y a quelqu'un qui a allumé son micro, si vous pouvez l'éteindre. Et puis, on a un autre programme de recherche qui s'appelle Dauphine Durable, où nous essayons d'allier aussi nos compétences initiales dans les domaines des sciences des organisations et de la décision, avec les problématiques de transition, de changement climatique, de lutte contre le changement climatique et de développement durable. Le modèle dauphinois, c'est un modèle donc, qui repose sur deux grands piliers, l'insertion professionnelle de nos étudiants et la recherche. Et c'est ça qui fait la force de notre modèle, mais c'est aussi un modèle spécifique sur le plan économique. C'est quoi ce modèle économique? C'est qu'on est une université publique, certes, mais nous recevons presque la moitié de nos ressources financières de nos relations avec le monde économique. Donc, les ressources propres, ça représente à peu près, disons, 46% de nos ressources. Vous voyez sur les données ici. Et l'essentiel de ces ressources propres proviennent de la formation continue, l'executive education, mais aussi un peu des droits d'inscription, hein, et des droits de scolarité, si vous voulez, de la formation par apprentissage, de la taxe d'apprentissage, et puis de la contractualisation des programmes, des grands programmes de recherche contractuels que nous passons avec l'Agence nationale de la recherche, etc. Donc, les ressources propres, c'est un élément important et nous cherchons encore plus à moderniser, à rendre visible notre executive education pour trouver un modèle économique qui soit encore plus performant parce que nous avons encore beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Voilà pour ce qui concerne le modèle économique. Les priorités stratégiques de notre université pour les 4 ans à venir, en fait, ce n'était pas inutile que je vous indique dans quel écosystème s'insère Dauphine. Dauphine s'insère maintenant désormais avec Paris Sciences et Lettres, ce regroupement, cette IDEX, cette initiative d'excellence, cette université d'excellence qui regroupe donc les meilleures grandes écoles françaises. Et ceci va nous autoriser à renforcer notre potentiel de pluridisciplinarité à travers l'alliance de blocs de compétences reconnus avec les autres établissements de PSL. Évidemment, les sciences des données avec les sciences des organisations et de la décision, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. On est en train de mettre en place 2 types de programmes pluridisciplinaires. Et quand on dit programme pluridisciplinaire, il faut bien faire attention. Il ne s'agit pas pour nous de diluer nos compétences. Les spécialisations demeurent. Mais il s'agit d'autoriser nos étudiants qui rentrent à Dauphine, de marier 2 blocs de compétences. Imaginons que nous ayons des étudiants qui souhaitent continuer leurs activités artistiques de haut niveau. Ils pourront désormais faire des mathématiques, de l'économie et des arts. Alors, ça peut être des doubles diplômes avec les arts décoratifs, l'école des arts décoratifs, avec le conservatoire des arts dramatiques, etc. Pas pour rien, mais parce qu'il y a une vraie attente de la part du monde socio-économique pour qu'on leur mette à leur disposition des gens très bien formés, qui ont une double compétence, et cette double compétence à l'entrée est une source d'agilité. Des entreprises qui sont de plus en plus soumises à des chocs, hein, vous avez vu la crise sanitaire, vous avez des chocs économiques, ont besoin d'avoir des cadres qui soient capables d'anticiper ces chocs et d'être bien formés. Donc, à l'entrée, en licence, on va développer des programmes de double diplôme. On commence à Dauphine déjà avec les sciences des données et les sciences des organisations, la gestion. On commence par une licence gestion et sciences des données, management et sciences des données. Et ensuite, à la sortie, en master 1 et master 2, on s'oriente vers des programmes de double diplôme, de majeur-majeur, comme disent les Singapouriens, majeur et majeur contrasté. Avec l'école des mines, nous allons former les ingénieurs de l'école des mines à des doubles diplômes avec Dauphine en management et les managers de Dauphine aussi à un double diplôme avec l'école des mines. Donc, la formule magique que nous avons inventée, c'est de dire que 2 plus 2 inférieur à 3. Alors, ce n'est pas une erreur mathématique, c'est juste que quand vous avez un master en 2 ans
et que vous faites un double diplôme, un vrai double diplôme, vous devriez faire 4 ans. Mais non, on ne fait pas 4 ans. On aura le double diplôme de l'École des mines et de Dauphine en 3 ans, en moins de 3 ans. Voilà. Ça, c'est tout à fait important. On développe aussi le doctorat professionnel, qui est quelque chose qui va devenir extrêmement important pour le monde des entreprises. Les entreprises françaises, elles ont pris conscience que se contenter d'avoir des écoles de commerce ou des ingénieurs, ça n'est pas suffisant. Et elles se rendent compte de la nécessité d'avoir des gens bien formés et qui ont en particulier ces doubles formations. Bien sûr, la question clé, c'est aussi de former, d'attirer des étudiants internationaux, d'accroître notre activité internationale. Nous le faisons à travers le développement de nos campus. Nous avons un campus à Londres, pour lequel nous avons énormément d'ambition, en particulier pour en faire un lieu de recrutement international en direction du monde anglo-saxon et du monde asiatique. Et puis, nous avons un campus à Tunis qui va nous servir de lieu de mobilité régionale entre l'Est et l'Ouest, le Maghreb et le Machrek, mais aussi envers l'Afrique subsaharienne, comme un pont en direction de l'Afrique subsaharienne. Et ça, c'est quelque chose qui va faire la différence aussi dans notre stratégie d'internationalisation. Voilà, l'accréditation et les rankings internationaux sont au rendez-vous aujourd'hui. Nous sommes vraiment très fiers de cela, même si on ne peut pas uniquement s'en satisfaire. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour être beaucoup plus attractif à l'international. Alors, je terminerai en disant que Dauphine, à l'international, c'est important, bien sûr, mais nous avons une vice-présidente qui est Sophie Mérité, qui est en train de faire un travail gigantesque de cartographie de toutes nos relations internationales, parce qu'en fait, les relations internationales dauphinoises sont extrêmement importantes, comme vous pouvez le voir, mais elles se sont empilées au fil des années. Et aujourd'hui, nous faisons en quelque sorte un tri entre les véritables relations internationales et celles sur lesquelles il faut se concentrer, qui correspondent à nos blocs de compétences, qui correspondent aussi à des nécessités d'attractivité avec les accords qui sont relativement peu effectifs. Donc, nous avons 280 partenaires, 70% de nos Dauphinois ont au moins un semestre à l'étranger en licence 3. Donc, il y en a qui vont aux États-Unis, mais un peu partout dans le cadre de nos alliances internationales. Et puis, nous avons des semestres délocalisés. Vous connaissez celui de New York au collège, à Shanghai également, à Madrid et à Francfort. Nous avons également des formations qui sont délocalisées. Nos chapters en Amérique du Nord, c'est vous. Et puis, des alumni un peu partout, aux États-Unis, au Canada. Voilà. Donc, je ne dis pas que cette constellation de relations internationales n'est pas à remettre en chantier, à restructurer, vraiment profondément, parce qu'on est arrivé à une sorte de croissance qu'il va falloir maîtriser. Il y a des choix à faire. La crise sanitaire nous donne l'occasion d'avoir des stratégies séquentielles, numériques et présentielles à l'international, pour pouvoir mettre en place évidemment cette stratégie et nous aider de nos hubs, de nos campus de Londres et de Tunis et de Madrid. Le Dauphine aux États-Unis, c'est une vingtaine de partenaires, des flux d'environ 50 entrants sortants. Ça reste encore insuffisant, me semble-t-il. Moi qui ai pas mal de relations avec l'université de Princeton, en particulier la New School à New York aussi et Columbia. Je vois bien que là, nous avons encore des marges de progression tout à fait importantes pour avoir plus de sortants. Il y a des problématiques liées aux écarts, aux différences de système, de droit d'inscription, etc. Mais enfin, c'est pas insurmontable si on arrive à concentrer nos efforts sur nos blocs de compétences. Ce que nous faisons aujourd'hui sur l'intelligence artificielle en relation avec les sciences des organisations de la décision, nous sommes presque les seuls à le faire dans cette relation. On va mettre par exemple des liens entre être spécialisé en intelligence artificielle et en droit des contrats. Ça, c'est quelque chose, parce qu'on a des juristes aussi dans la maison. Voilà, donc on a des actifs spécifiques que nous pouvons valoriser beaucoup mieux en les dupliquant à Londres, bien sûr, mais aussi en les internationalisant dans nos rapports. Notre objectif est d'avoir de vrais doubles diplômes avec des universités américaines, mais c'est encore à construire. Vous voyez, le chantier est vraiment important. Nous avons Dauphine, c'est pas seulement donc la recherche et la formation et les relations internationales, c'est aussi
un regard particulier en direction des étudiants. Vous connaissez les étudiants dauphinois, vous en avez fait partie. Le monde associatif, en dépit de la crise sanitaire qui nous a un peu tous ralentis, bien sûr, mais tout de même, la dynamique reste très forte. Les étudiants continuent à s'organiser par association. Il y a une vraie dynamique. Mais l'université, dans sa relation avec la Fondation en particulier, fait des efforts aussi pour mettre en place un modèle assez spécifique, assez singulier. Par exemple, en ayant notre propre parc de logements pour nos étudiants, 55 logements acquis via la Fondation à Dauphine et à Nanterre, 190 à Saint-Ouen, et puis on a d'autres projets avec une volonté de développer l'international par l'attractivité aussi de nos étudiants en les logeant, hein, grâce au logement également. Je peux vous montrer juste quelques voilà, vous avez ici, c'est notre résidence à Saint-Ouen, hein, qui est pas très loin de Dauphine finalement, grâce donc là aussi à notre société Dauphine Housing. On peut aller vers cette offre de services aux étudiants, hein, assez bonifiée. Ici, c'est à Nanterre, on a 55 logements qui sont la propriété de la Fondation. On a à Saint-Ouen une résidence qui est en cours de construction également. Et tout ça nous permet d'avoir une vraie dynamique en matière de logements étudiants. Ces logements étudiants, grâce à l'aide de la Fondation, vont être complétés par des logements en direction des jeunes enseignants-chercheurs. Parce que vous connaissez la situation française, hein, je ne vous apprends rien. En France, dans les universités publiques, vous avez des salaires qui sont relativement peu attractifs, qui sont relativement bas. Bon, une façon de rendre plus attractifs nos universités pour attirer des chercheurs internationaux, c'est de leur offrir des sursalaires. On travaille là-dessus avec la Fondation, mais c'est aussi éventuellement de leur offrir du logement pour pouvoir les accueillir pendant au moins les 2-3 premières années de leur prise de poste. Et là, nous sommes sur un projet aussi de logement pour les jeunes enseignants-chercheurs. Accroître l'offre de services aux étudiants, la vie étudiante globale et aux enseignants est un des éléments clés de notre stratégie. Enfin, dernier point, Dauphine est en train de, bientôt, quand vous reviendrez, peut-être vous ne reconnaîtrez pas complètement, enfin, vous n'oublierez pas Dauphine, le site de la Porte Dauphine, parce qu'il aura toujours cette allure qu'il a eu. Patrick a parlé tout à l'heure de son master dans les années 70. C'est un bâtiment de l'OTAN, hein, qui garde cette forme et que nous sommes en train, grâce à de nouveaux projets de réaménagement, de tout restructurer sur site. Alors vous avez une sorte au milieu de la cour, là, sur piloris, vous allez avoir une nouvelle aile qui va nous permettre de gagner beaucoup de mètres carrés. Et puis, nous allons rendre ce bâtiment beaucoup plus durable en termes d'environnement, de respect des règles environnementales, de thermique, et puis également de numérique, hein, ce sera un bâtiment tout à fait intéressant de ce point de vue-là, et qui sera aussi ouvert sur le quartier, qui donnera sur le quartier. Le tram va arriver sur le quartier. Aussi, il y a des travaux de tram. Si vous avez l'occasion de venir, vous verrez que la Porte Dauphine est en chantier, parce qu'il le tramway est en train d'être construit avec des stations qui arrivent jusqu'ici. Tout ça va faire que la vie même du 16e arrondissement, là où nous sommes, va changer grâce à ce nouveau campus. Alors, ce nouveau campus est en cours de construction. Il va commencer, les travaux vont commencer bientôt. Heureusement qu'ils ne commencent pas tout de suite, parce que nous allons avoir un peu de répit après la crise sanitaire pour faire revenir nos étudiants à 100% à la rentrée et reprendre une vie normale. Et donc, le fait que les travaux ne commencent que vers le mois de mars-avril 2022 est une chance. C'est un retard qui est dû à des problématiques financières qui s'est traduit en opportunités chanceuses. Voilà. Donc, Dauphine, c'est une université dans PSL, forte, très visible maintenant dans les classements internationaux, encore plus qu'elle ne l'était auparavant. Et c'est votre université. Et c'est une université dans laquelle nous souhaitons qu'il puisse y avoir aussi des allers et retours des étudiants, même quand ils sortent de l'université, qu'ils puissent y revenir, soit pour y enseigner, soit pour se former également. La formation tout au long de la vie est une chance également. Et donc, c'est votre université et je suis très heureux de vous l'avoir présenté assez succinctement, mais quand même.
Voilà, et je suis prêt évidemment à répondre à vos questions et vous remercie pour votre attention. Alors, moi, j'ai… Patrick, vous êtes Patrick, muté. Excusez-moi. Je vais maintenant vous passer la parole à vous, les participants. Y a-t-il des questions? Avez-vous des questions à poser? Oui, moi j'avais une question. Oui. D'abord, je voudrais remercier M. le Président de sa présentation et de sa stratégie qui me paraît claire. Dans la mise en œuvre de cette stratégie, qu'attendez-vous des alumni au-delà des aspects soutien financier? Comment est-ce qu'on peut servir de relais? Alors, on a une Dauphine Alumni qui n'est pas là, qui a aussi une stratégie à l'égard des alumni. Ce que nous attendons des alumni est vraiment extrêmement important. En dehors effectivement, vous l'avez très bien dit, des financements, nous attendons qu'ils constituent des ambassadeurs pour nous. Je vous ai dessiné un peu deux, trois problèmes que nous avons à l'international. Nous avons une pléthore d'accords, de relations, dont nous sommes en train de faire le tri. Et nous aimerions nous concentrer sur les meilleurs. Et ça, si effectivement les alumni qui sont nos représentants à l'étranger peuvent nous aider, c'est une chose qui sera tout à fait intéressante pour nous, de pouvoir nous aider à créer des liens aussi, aussi à améliorer notre attractivité pour les étudiants qui se trouvent aux États-Unis, par exemple. Ceci est quelque chose qui pourrait être le fait de nos alumni. Et puis, nous, évidemment, continuer à tisser ces liens que nous avons, en particulier en France, bien sûr, au niveau domestique, dans l'insertion de nos stagiaires. Nous avons aussi un bon résultat en matière de taux d'insertion de nos diplômés du Master 2, grâce à l'alternance, à l'apprentissage, au stage. Les stages sont fondamentaux pour rentrer sur le marché du travail, parce que les entreprises peuvent ainsi voir se révéler les compétences. Et là aussi, tisser un réseau pour l'insertion de nos étudiants de master qui ont des années de césure entre le master 1 et le master 2. Ils font presque tous une année de césure. Donc, la question des stages à l'étranger, aux États-Unis en particulier, est quelque chose qui peut être un apport considérable de nos alumni. Monsieur le Président, si je peux intervenir, donc Sybille Bueno, Dauphine Alumni. En fait, nous avons Maxence Bringuier qui est connecté et qui anime le chapter des alumni de New York. Et effectivement, on travaille d'arrache-pied avec Sophie Mérité, donc la VP Affaires internationales, pour essayer de solliciter davantage les alumni pour tout ce qui a trait aux étudiants, faire un welcome event quand les étudiants seront en mobilité sortante, quand la crise sanitaire nous permettra de reprendre des échanges normaux. Et effectivement, les stages, on parle, Monsieur le Président, avoir des mentors. Aussi, les étudiants sont très en recherche de mentors. Et quand ils vont quelques mois aux États-Unis, je pense que ce serait fantastique qu'ils puissent être mentorés par des alumni. Donc voilà, on est en train de mettre tout ça en place à travers le chapter de New York et d'ailleurs le chapter aussi de San Francisco et de Montréal, et avec un très fort appui des affaires internationales de Dauphine. Merci. J'aimerais en profiter pour remercier Maxence pour tous ses efforts et tout le dynamisme qu'il apporte à développer donc notre chapter de New York, et le remercier aussi d'être un membre du Board of Trustees de la Fondation. Et je vois que quelques autres membres du Board of Trustees sont là parmi nous, Michel Coffre, je vois Maël Mitterrand, et est-ce que j'en oublie d'autres, et Jacques Masson, pardon, bien sûr, du Crédit Agricole. Et je les remercie de nous avoir rejoints. J'aurais peut-être une question pour le Président. C'est en tant qu'alumni, justement, comment peut-on s'investir auprès de la Dauphine Foundation pour aider Dauphine dans son développement? Alors, au-delà des dons, bien sûr, on vient de voir le mentorat. Est-ce qu'il y a d'autres pistes pour que nos anciens puissent s'impliquer dans le développement de Dauphine? Est-ce que rechercher de nouvelles universités qui pourraient établir des liens avec Dauphine est une piste? Est-ce que vous avez d'autres idées, s'il vous plaît? Oui, alors, je ne veux pas parler à la place de la Fondation. Il y a deux éléments
qui peuvent nous intéresser vraiment beaucoup en direction des alumni et des chapters qui sont aux États-Unis en particulier. Celui que vous avez indiqué, je l'avais indiqué moi-même, hein, nous aider à tisser, à faire le tri en quelque sorte dans nos relations avec les partenaires aux États-Unis ou ailleurs d'ailleurs, hein, là où se trouvent nos alumni. C'est une chose. La stratégie de la Fondation est d'avoir lancé des appels auprès de nos donateurs, auprès de nos alumni par thématique, par sorte de ciblage. Alors, durant la crise sanitaire, on a mis en place un programme de suivi psychologique des étudiants qu'on appelait DEPAS, pour lequel nous venons de recevoir un prix. On est la seule université à avoir fait ça à ce niveau-là. On a eu beaucoup d'aide de la part de la Fondation. On a une stratégie aussi de demande à nos alumni et à nos donateurs également de naming de nos bâtiments. Dans le cadre de ce nouveau campus, vous pouvez aider et vous aurez votre nom indiqué dans ça et là, dans les différents endroits. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Le bâtiment sera source aussi d'accroissement de nos services aux étudiants. Donc ça, je veux dire, le fait d'aider à son épanouissement, à sa finition est tout à fait fondamental pendant les 4 années qui viennent, hein, donc 4 ou 5 années qui viennent. Et puis évidemment, comme on l'a dit, enfin, vraiment l'attente de la part, c'est que nos réseaux alumni domestiques soient relayés à l'international à travers les alumni qui sont internationaux pour constituer des ponts, pour accueillir nos étudiants qui sont tous maintenant très bien formés en anglais, très bien formés dans différents domaines et qui pourraient faire des stages dans les établissements, dans les organisations, dans les entreprises dans lesquelles travaillent nos alumni à l'étranger. Ça, c'est vraiment, s'il fallait cibler, je dirais que le point central, c'est celui-ci, parce que pour améliorer la formation de nos étudiants qui ont besoin d'aller à l'international, c'est un élément clé. On a aussi un programme égalité des chances. Vous savez, la diversité, c'est pas un problème uniquement d'éthique. Hein. C'est pas, voilà, vous avez des gens qui sont tout à fait méritants, qui sont compétents, mais qui sont face à des barrières invisibles ou visibles ou autres, et qui ne peuvent pas accéder à des universités d'excellence. Il faut les aider. On a un programme égalité des chances. Nous sommes rognés absolument sur l'excellence, qui reste notre point focal. On peut quand même augmenter la diversité. La diversité, c'est pas seulement une question d'éthique, c'est une question d'efficacité économique. Le monde économique a besoin de la diversité. Et là, nous avons besoin de l'aide de la part de nos alumni pour aider des étudiants qui sont excellents sur le plan de leurs compétences, mais qui n'ont pas la chance d'avoir les réseaux familiaux qui puissent leur permettre de s'insérer dans les stages à l'international. Alors, nous faisons des efforts en interne, mais ça n'est pas suffisant. Et par exemple, nous allons, avec la Fondation, financer le départ d'un certain nombre d'étudiants de la diversité pour qu'ils passent du temps dans notre campus de Londres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des étudiants qui sont bons sur les compétences, les core competencies, les compétences fondamentales, mais à qui il manque les soft skills, à qui il manque la possibilité de l'immersion dans des cadres, des environnements anglo-saxons. Et ça, vous savez que c'est fondamental pour l'insertion sur le marché du travail et leur formation. Donc là, nous attendons beaucoup d'une aide qui soit ciblée, mais vraiment fine, sur la question de la diversité et de l'insertion des étudiants de la diversité dans les stages à l'international. Parce qu'il y a une très forte inégalité d'accès. Vous savez, les effets de réseau jouent beaucoup. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et les étudiants qui ont la chance d'avoir des réseaux denses, familiaux ou amicaux, réussissent beaucoup mieux à s'insérer à l'international que les étudiants qui sont, certes, sélectionnés pour leur excellence en mathématiques, en économie, en finance, etc., n'ont pas nécessairement les possibilités de s'insérer dans des stages internationaux. Moi, j'insiste beaucoup sur les stages, l'internship, parce que c'est vraiment ce dont nos étudiants ont besoin pour pouvoir être encore plus performants qu'ils ne le sont aujourd'hui. J'ai cité le chiffre de 96% avec des taux de retour sur les salaires qui sont bons, qui sont vraiment ceux qui sont attendus, mais il reste encore à conforter tout ça. Bien. Y a-t-il d'autres questions de la part du floor, de l'assistance, s'il vous plaît? Oui, bonjour, Julia Réjean. Je suis alumni basée à Chicago.
pour Alstom, une entreprise française. Le principal frein que je vois aujourd'hui pour recruter des stagiaires, c'est la problématique des visas, surtout en ce moment, depuis la crise du Covid. Est-ce que vous avez des pistes pour aider justement des Français de Dauphine basés à l'étranger à faciliter cette procédure? Oui, alors c'est quelque chose c'est une très bonne question parce qu'effectivement vous avez absolument raison. C'est la difficulté. C'est une difficulté. Je dirais pas que c'est la difficulté numéro un parce qu'on a un desk à PSL, à Paris Sciences Lettres, qu'on a mutualisé pour favoriser la mise en commun de tous nos efforts au niveau de PSL avec l'école normale supérieure, enfin l'école de chimie de Paris, l'école des mines, etc. De façon à mutualiser nos ressources pour favoriser cela. Donc nous faisons des efforts dans ce domaine-là. Mais ça n'est pas, encore une fois, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Alors ça dépend pas de vous en tant qu'alumni, bien entendu. J'ai très bien compris qu'il s'agit de la réglementation. Aujourd'hui, la situation est compliquée du fait de la Covid. Nous organisons aussi, nous préparons nos étudiants. Nous avons fait pas mal d'efforts ici pour qu'ils soient vaccinés, qu'ils puissent sortir assez rapidement. Donc voilà, il y a une mutualisation des efforts au niveau de PSL pour favoriser ça, mais la réglementation reste, dépendant des États-Unis, reste ce qu'elle est. Alors, il y a peut-être une petite lumière au bout du tunnel, en ce sens que le président Biden est en visite en Europe en ce moment. Il semble qu'il a discuté avec Boris Johnson d'un assouplissement entre États-Unis et Royaume-Uni. De la même façon, le commissaire européen Thierry Breton a appelé à une réciproque entre l'Europe et les États-Unis sur l'autorisation pour les vaccinés, bien sûr, de circuler entre les deux continents. Vous savez que l'Europe ouvre ses frontières aux Américains vaccinés. Il semble difficile de penser que les États-Unis pourront durablement s'opposer à ce que les Européens n'y parviennent pas, enfin ne puissent venir. Donc il faut être un peu patient. Je pense qu'on voit quand même un peu de lumière au bout du tunnel. Mon sentiment est que quelque part sur l'été, il va se passer quelque chose. Voilà, mais c'est juste un sentiment. N'est pas de... D'autres questions? Moi, Jacques Masson, j'avais une autre question sur le dialogue de Dauphine avec les entreprises, parce que c'est effectivement une préoccupation, j'imagine, de tous les jours sur l'insertion. Est-ce qu'il y a des contacts réguliers pris déjà au niveau de Paris, même avec les entreprises françaises, sur ce thème-là? Excusez-moi, sur quel thème? Sur le fait que le marketing de Dauphine auprès des grands groupes français et pour pouvoir effectivement placer des étudiants non seulement en stage en France, mais dans tout le réseau international et pas simplement aux États-Unis. Oui, très, très juste. Alors, en fait, ça me permet de vous dire deux choses à travers l'apprentissage et l'alternance, on arrive maintenant à avoir des objectifs aussi de mobilité internationale avec nos partenaires. Je sais que nos partenaires persistants dans le domaine de la banque, la finance le font assez facilement. Je pense à BNP Paribas par exemple, mais à d'autres aussi dans le domaine des assurances, de la finance, etc. Donc ça commence à venir, mais c'est une piste que nous devons encore davantage exploiter. Je vous entends très bien. L'autre élément clé dans nos relations avec les grands groupes, c'est que par la recherche, nous arrivons aujourd'hui à faire des choses assez haut niveau avec les entreprises. Je vous cite un exemple. Nous avons ce programme Prairie dont j'ai parlé tout à l'heure, il s'appelle Prairie parce que c'est un programme d'intelligence artificielle et en relation avec les autres disciplines. Et ce programme, qui est un programme de recherche de haut niveau, conduit aussi à de la formation. Et grâce à ce programme, nous avons réuni les grands groupes concernés par les problématiques d'intelligence artificielle, les GAFAM bien sûr, mais on a eu du mal à embarquer avec nous les groupes français. Comme par hasard, ça a été plus compliqué, mais ils nous ont rejoints. On a Peugeot, on a l'ensemble des groupes automobiles, etc. Et l'idée de base, c'est la transmission par le mécénat des résultats de la recherche vers les entreprises. Et en échange, ces entreprises nous prennent des étudiants. Donc, c'est des étudiants en formation doctorale. Et ça, c'est nouveau. Nous sommes les seuls pratiquement à pratiquer ça en France. C'est le mécénat recherche.
Ça, c'est quelque chose qui commence à émerger et qui est extrêmement intéressant. Et je pourrais vous envoyer le programme Prairie, qui est dirigé ici par un de mes collègues spécialistes d'intelligence artificielle et qui donne vraiment des choses tout à fait intéressantes. Les entreprises ont compris, et franchement, les Françaises plus tardivement que les Américaines, par exemple, mais elles ont compris qu'elles avaient des bénéfices à tirer de se retrouver dans des lieux où elles ont juste à partager les résultats de la recherche des chercheurs. Et ça commence à prendre. Et à partir de là, ça nous a créé des liens pour que nos doctorants puissent travailler sous forme de bourse CIFRE ou pas CIFRE, peu importe. Enfin, CIFRE est un dispositif français, mais peuvent avoir un partenariat tiré par la recherche. Donc, on voit comment, quand on passe par le high level en termes de recherche, on arrive à passer des paliers en termes d'insertion de nos étudiants plus forts. Donc, c'est assez complémentaire. Mais ça reste à construire et nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir en France expérimenté ce modèle de mécénat avec les entreprises. Ah bah super, bel axe. Oui, oui, et si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer de manière plus précise, vous mettre en contact avec notre mentor de cet axe de recherche. Et nous venons de gagner un appel avec, par exemple, ça reste au-delà de la recherche fondamentale, ça devient de la recherche vraiment appliquée. La Société des ingénieurs automobiles, nous les formons par la recherche à l'intelligence artificielle en relation avec les autres types de sciences. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et pour l'automobile d'avenir, pour tirer, donc la réindustrialisation en France, c'est aussi une affaire, et c'est surtout, je dirais même, une affaire de recherche. Ouais. Je vous remercie. Intéressant. Merci à vous. Bonjour, j'avais juste une petite question, un peu de mauvais élève. J'ai un peu compris les bénéfices de l'association entre Dauphine et PSL, mais pas tous les détails. Mais en termes de branding, en fait, la marque Dauphine devient Dauphine PSL. C'est un peu comme ça que ça évolue, non? Je voulais savoir, vu des États-Unis, et comme le sport est une partie très importante dans le marketing d'une université, je voulais savoir s'il y avait une équipe ou un projet d'équipe Dauphine PSL et en projet de développement qui existe peut-être et qui pourrait participer à des tournois entre différentes équipes américaines, par exemple. Je pense à l'aviron, mais pas que l'aviron, ça peut être d'autres sports. Et vous avez parfaitement raison. Vous mettez le doigt sur le problème du branding. Il n'y a pas de problème de branding parce que Dauphine, ça reste Dauphine. Dauphine, c'est 40% des effectifs étudiants de PSL. Donc, on en tire un bénéfice extrêmement élevé parce que grâce à PSL et à nos associations avec les autres écoles, on peut développer ces biformations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais surtout, on peut aussi avoir des financements en recherche inégalés. Le programme d'avenir, vous savez, c'est ce programme d'investissement d'avenir, c'est cet emprunt, un grand emprunt fait il y a déjà une dizaine d'années et qui, avec les intérêts de l'emprunt, qui permet de financer l'Agence nationale de la recherche, les universités d'excellence. Nous avons 10 grandes universités d'excellence, dont nous faisons partie, dont PSL fait partie, et sur ces 10 grandes universités font l'essentiel de la recherche en France, au fond, parce qu'elles sont en osmose avec les ONR, les organismes nationaux de recherche. Donc, il n'y a pas de problème pour nous pour trouver notre place, parce qu'on a cette double insertion. Dauphine, en domestique, est très connue pour ses relations avec les entreprises et pour l'insertion de nos étudiants. Un certain nombre d'entre vous ont bénéficié de ça. Mais elle est très connue à l'international dans les domaines de recherche. On a des médailles Fields en mathématiques. On a là où on commence. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est maintenant dans un deuxième université française dans le classement de Shanghai, dans les 30e premiers mondiaux. Donc, c'est pas mal du tout. Et ça, c'est nouveau grâce à PSL. Donc, mais il faut garder sa marque. Il faut garder son intégrité, il faut garder son identité. Et Dauphine, c'est Dauphine. Alors maintenant, sur le deuxième point, sur les équipes, on a un orchestre de PSL, de musique, mais on n'a pas, à ma connaissance, une équipe. Et donc, je vais revenir vers vous, alors Bernard Crochon, puisqu'on a la chance d'avoir les noms, pour vous demander votre aide, vos conseils, parce que c'est une très bonne idée. Je vous remercie de l'avoir faite. J'ai une question. Donc Justine, je suis basée à San Francisco. J'ai la chance d'être américaine, donc je n'ai pas eu le problème avec les visas. Plutôt dans le monde de start-up. Et je voulais plutôt avoir un questionnement par rapport à ça, avec l'incubateur de Dauphine, préparer les étudiants, pas seulement aller dans des grands groupes français qui sont à l'étranger, mais vraiment profiter, vous parlez d'intelligence artificielle, etc.,
Comment est-ce qu'on peut en amener plus en Californie ou en d'autres États où il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent d'un point de vue petit groupe qui commence et qui essaie de changer pas mal de paradigmes. Et du coup, voilà, est-ce que la Californie, c'est un des grands axes? Je vois qu'il n'y a pas vraiment encore d'université partenaire dans la liste qui a été partagée. Comment est-ce qu'on peut participer en tant qu'alumni pour animer plus d'activités vers les startups aux États-Unis? Oui, alors ça c'est une excellente question aussi. Décidément, je vais aussi vous contacter, Justine, parce que on aura besoin de vos conseils. Voilà à quoi servent nos alumni finalement, hein, à ces conseils-là. Et Sybille qui est ici, Sybille Obono, va prendre votre contact. Hein. Dommage que Cécile Bulle, qui s'occupe de l'incubateur, ne soit pas là. Elle n'est pas là, Cécile? Non, je crois pas. Et on a un incubateur. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de le visiter il y a 2 jours parce que la mairie de Paris est venue le visiter. Et effectivement, c'est extrêmement intéressant en termes à la fois pour les étudiants qui sont accompagnés pour monter leur start-up. On en a plusieurs. Hein. Il y a tout un mur avec des photos là de toutes les start-up qui ont été créées et aussi d'entreprises. Hein, financé par la BPI. Donc, au niveau domestique, on a tout ce qu'il faut, je crois, maintenant pour faire les choses bien. Et là où vous avez raison encore, c'est qu'au niveau international, ça reste, il me semble que ça ne dépasse pas trop les frontières françaises. Et ça serait génial de pouvoir bénéficier de votre écosystème, de vos réseaux, pour pouvoir. Parce que vous allez voir, on vous invite à voir l'incubateur et à voir ce que nous avons fait, ce que font nos étudiants ici. C'est absolument extraordinaire, c'est vraiment très bien. Ils viennent de mathématiques souvent, de Mido, hein, mais aussi vous en avez qui viennent de gestion, de marketing. Enfin, ils font des trucs vraiment super. Et je pense qu'ils sont tous anglophones maintenant, donc pouvoir les faire des liens avec la Californie, oui. Et on n'a pas de relation avec la Californie. Vous avez parfaitement raison. On recherche, on a des relations avec des chercheurs. Il se trouve que grâce à PSL, voilà un avantage de PSL. On peut même faire du brain gain, faire revenir nos cerveaux partis aux États-Unis. Par exemple, en économie, maintenant, on commence, moi je suis économiste, donc je connais mieux l'économie, mais on commence à avoir vraiment une French School qui commence à être bien connue à l'étranger. Donc, on vient de recruter Gabriel Zuckman, qui est à Berkeley, qui va venir enseigner à PSL et qui a créé un grand groupe sur la fiscalité mondiale qui se trouve en Europe, mais qui a des liens très forts avec les États-Unis. Donc, en recherche, on a des choses. Mais là, sur l'incubation, sur l'incubateur, sur les startups, etc., il reste tout à faire, je crois. Et là, vos conseils nous seront d'une grande aide et je ne manquerai pas d'en parler avec Cécile Bulle pour donner vos coordonnées. Je crois que je les aurai assez facilement. Voilà. Avec plaisir, parce que je pense que par exemple sur la problématique des visas, Y Combinator ici, en fait, c'est une des raisons pourquoi ils ont des cohorts aussi grands chaque année, c'est qu'en fait, ils facilitent énormément l'accès. Et donc, je pense que c'est plus une question au sein de la filière entrepreneuriat, etc. Même si c'est juste une demi-journée pour expliquer comment on fait. Et en fait, c'est pas si compliqué pour et parfois, c'est juste avoir une année aux États-Unis, mais ça ouvre pas mal de portes. Et pour, faire le branding de Dauphine au-delà des frontières françaises. Question de Jabril Ben Sedrine, je suis à New York. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des solutions pour pour adresser les problématiques du coût des études. J'enseigne à l'école d'ingénieurs de NYU et la Tandon School of Engineering. Et on avait à une époque envisagé des collaborations avec des écoles étrangères, mais le coût des études, en fait, le coût comparé des études entre celui que paieraient les étudiants de NYU allant en France particulièrement et le coût de la scolarité à NYU, le différentiel était tellement important que ça permettait pas de faire un échange considéré comme économiquement équitable. Alors qu'il y a un intérêt fort parce que, en fait, le gros de notre cohorte d'étudiants, notamment dans les programmes master dans le sens américain du terme, donc après le bachelor, essentiellement est chinois et indien, en fait, à 95%. Et donc, il y a un intérêt de pouvoir diversifier un petit peu. Mais économiquement, c'était pas possible. Alors, je me demandais si vous aviez des éléments au sujet de comment résoudre cette problématique-là.
Ah ben, décidément, ce soir, nous allons affaire à un public très averti sur tous nos problèmes. Merci, parce que c'est exactement le problème. Si vous regardez les chiffres sur nos relations internationales, moi je veux dire, je suis très clair. Hein, j'ai demandé à ma vice-présidente en charge de Sophie Mérité de faire cette cartographie. Et cette cartographie, on en a besoin. Et on est asymétrique, c'est-à-dire qu'on a à la limite un peu plus de sortants que d'entrants. Hein. Et pourquoi? Parce qu'on a ce que vous dites exactement, c'est-à-dire qu'on a une asymétrie dans les droits d'inscription qui n'est pas visible. Parce que le système français est peu connu. Nous avons mis en place des droits d'inscription qui vont de 0 à 6 000 euros en fonction du revenu des parents. Par rapport aux droits nationaux, 6 000 euros, bah, c'est beaucoup plus que les droits nationaux qui sont à 200 euros, d'accord? Mais c'est quand même ridicule dans la visibilité de ce que d'un master. Moi, j'ai enseigné effectivement aussi à Princeton et je vois bien que 50 000 $ à côté de 6 000 euros, donc c'est un obstacle aux échanges. Cette problématique. Donc, il faut qu'on puisse convaincre nos partenaires que 2 000 euros ou 6 000 euros en proportion, en équivalence de services offerts, ben, c'est à peu près la même chose que 50 000 euros dans un système qui est un écosystème français. Il faut qu'on explique le système français. On est une université publique avec des droits nationaux et on est les seuls à faire avec Sciences Po des droits qui sont des droits payants en fonction du revenu des parents, ce qui est pas mal du tout. Mais ça, la préférence française pour l'égalité, c'est quelque chose qu'on doit expliquer. Et après tout, Joe Biden, il en est un tout petit peu inspiré aujourd'hui. Donc, il y a quand même quelque chose qui est pas mal aussi. On peut réussir très bien en faisant des droits d'inscription. Mais j'avoue que vous avez absolument raison. C'est très compliqué à faire expliquer ça aux autres. Alors, quelle est la solution? La solution pour moi, qui vient d'arriver donc à la direction de l'université, à la présidence, c'est notre campus de Londres. En d'autres termes, c'est en partie notre campus de Londres. Il n'y a pas que le campus de Londres. Mais le campus de Londres, ça peut être un moyen de garder nos compétences fondamentales, c'est-à-dire de ne pas, encore une fois, diluer nos compétences, de garder les compétences en les délocalisant à Londres et de pouvoir attirer en particulier les étudiants asiatiques pour lesquels le prix est un indicateur de la qualité. Évidemment, c'est complètement biaisé puisque nous disons que nous sommes l'une des meilleures universités françaises et nous faisons des prix qui sont beaucoup plus bas que l'université américaine. Mais ça c'est pas visible nécessairement. Donc, Londres est une possibilité. Conserver nos spécialisations, les dupliquer et faire des formations qui sont enseignées complètement en anglais à Londres, c'est une possibilité. Ça n'est pas la seule. C'est aussi, et là vous pouvez peut-être nous aider, hein, c'est aussi essayer d'expliquer à nos partenaires, après avoir fait cette sélection nécessaire des partenaires, il y en a plein pour lesquels je pense qu'il est temps d'arrêter et pour d'autres pour lesquels au contraire il faut beaucoup plus concentré et leur expliquer que notre modèle peut trouver, disons, à partir d'un certain nombre de combinaisons, peut trouver un attrait pour les étudiants américains. Voilà, à condition, encore une fois, que ce que nous offrons en termes de compétences soit suffisamment différencié. Et il l'est. Encore une fois, nos programmes, nos doubles diplômes que nous sommes en train de mettre en place et que nous serons les seuls à pouvoir exhiber à ce niveau de qualité, bien, nous permettront aussi peut-être de faire la différence. Mais j'avoue que vous avez raison sur la difficulté majeure quand vous avez des écarts de 1 à 50. C'est pas tout à fait facile à expliquer. Mais si vous avez d'autres idées, d'ailleurs, on est là aussi. Les idées, parfois, c'est aussi extrêmement important, et plus que l'argent même. Et donc, si vous avez des idées et des aides, des conseils à nous donner, si vous voyez un peu des moyens de régler ça. Mais c'est en effet la difficulté. Moi, je me souviens, j'étais à Princeton et j'essayais. Bon, c'était pas facile, y compris dans mon domaine, de faire des doubles diplômes. Parce que l'intérêt, les écarts de coûts étant tels que les écarts de services aussi. Alors, l'une de nos solutions, c'est avec PSL, de mutualiser nos ressources. Nous avons répondu à un appel d'offres qui s'appelle Excellence, qui est un gros appel avec un financement de l'ordre de 20 millions d'euros pour améliorer l'offre de services à nos étudiants. Parce que le jour où on pourra dire, voilà, nos étudiants ont les mêmes avantages en termes d'offre de services que les étudiants américains, la question du coût deviendra une question de proportion, pas de niveau.
voyez ce que je veux dire? On pourra dire, bon, 2000 ou 6000, si vous offrez les mêmes services qu'aux États-Unis, finalement, c'est un problème simplement de taux de change. C'est un problème d'écart, de vision de société, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais il faut aller vers ça. Et là, ça nécessite d'être à la hauteur de notre réputation et de notre classement. Et on a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Même si nous, on a un campus de sport à Dauphine et qu'on a mutualisé avec PSL là aussi. Même si on a, du point de vue des arts, on va développer la culture, etc. Mais il reste qu'il y a trop de bureaucratie. On est en train de mettre le tri là-dedans, de faire un seul desk international, un seul guichet d'accueil. Et ça commence avec PSL. Mais vous voyez, les étudiants… Mais on a des avantages. Paris, c'est Paris quand même. Paris, c'est Paris. Et ben Paris, c'est super. On peut faire plein de trucs. Il y a un foisonnement d'idées. Les gens sont… voilà, ils ont plusieurs types ils ont une culture générale qui est très bonne. Je dirais pas meilleure qu'ailleurs, mais très bonne. Voilà. Donc, voilà. Mais en tout cas, franchement, merci d'avoir mis le doigt là-dessus parce que vous avez vu vraiment nos problèmes. Nos problèmes de croissance internationale. Écoutez, s'il n'y a pas de… Merci. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Parce que nous atteignons l'heure une heure de notre rendez-vous. Je voulais revenir rapidement sur l'importance de votre contribution pour le développement de Dauphine. Comme vous le savez, comme l'a rappelé le président de l'université, il y a de grands investissements en cours. Il y a également des programmes, l'égalité des chances, les logements pour étudiants qui sont un vrai problème à Paris. Tout ceci, évidemment, nécessite quelques financements. La culture du don est beaucoup plus ancrée aux États-Unis qu'elle ne l'est dans les universités françaises. Et j'allais dire, elle l'est encore plus chez les écoles de commerce françaises que dans les universités. On a toujours tendance à penser que l'université, c'est l'État qui finance. Cela n'est pas vrai. Ça n'est vrai que partiellement, en tout cas. Et d'où l'importance de la fondation en France et aux États-Unis et l'importance de vos contributions. Je reprendrai le mot de Laurent Batch, ancien président de l'université et ancien président de la fondation, qui disait « Si vous regardez le delta, l'écart de rémunération que vous avez eu dans votre vie professionnelle entre ce que vous auriez eu sans Dauphine et ce que vous avez eu sans Dauphine, le retour sur investissement de votre diplôme dauphinois et dépasse tout ce que vous pouvez avoir investi dans votre vie parce que, comme l'a rappelé le président, l'université est très bon marché. Elle est d'extraordinaire qualité et elle est très bon marché. Donc, je vous rappelle que vos dons sont les bienvenus et que nous souhaiterions vivement vous voir contribuer au futur et au développement de l'université. Et avec ça, je vous remercie de votre participation. J'aimerais également remercier Sybille Auboineau, Anne Poisson, Michael Radji de Paris de nous avoir rejoints et deux de mes trustees que j'ai oublié de mentionner, Carole Villaresi et Vincent Bernardo qui étaient là et que j'ai raté. Merci à tous d'avoir participé et je laisse peut-être le mot de la fin à notre président avant de conclure. Merci vraiment beaucoup pour la qualité de ces échanges que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était ma première rencontre avec vous. Enfin, pas ma première parce que j'étais venu à New York. J'avais d'ailleurs, c'était au Crédit Agricole organisé par Patrick il y a 2 ans peut-être, je crois. J'étais venu vous voir. Et merci beaucoup. Et je dirais que n'hésitez pas aussi à nous contacter parce que grâce… Oui, pardon. Oui, pardon d'interrompre votre intervention, Monsieur le Président. Pardon, messieurs. Par honnêteté intellectuelle, je ne suis pas alumi. J'ai été invité à cet événement. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Je ne suis pas, comment dirais-je, de Dauphine, mais je dirige un établissement privé à Paris et je serai très prochainement à Washington. Merci beaucoup. Et en beaucoup. vous écoutant, voilà, j'ai retrouvé beaucoup de problématiques qui sont également les miennes et je me demandais de quelle manière nous pourrions aussi peut-être envisager un rapprochement, le privé avec le privé, oui, le public avec le public, oui, mais avez-vous pensé au public et privé? Oui, alors c'est ce que nous faisons avec Londres et c'est ce que nous faisons avec Tunis, puisque nous sommes avec des partenaires privés.
enfin, je crois que Londres soit notre filiale à titre complet, ce qui n'est pas le cas de Tunis. Mais prenons contact. Je vous avais fait de la veille stratégique en assistant à cette réunion pour voir pour nous observer. Non, je plaisante. Non, du tout. C'est parce que j'habite Versailles, je travaille à Paris et je passe tous les jours devant Dauphine. Eh ben, voilà. Passez me voir, passez prendre un café avec moi. Voilà, et je dirige tout simplement, pour terminer, l'Institut diplomatique de Paris à Paris et très prochainement à Washington. Voilà. Merci. Passez prendre un café, on discutera, puisqu'on est voisins. Avec plaisir. Juste pour vous dire que ce qui nous intéresse aussi, tout à l'heure, je n'ai pas eu l'occasion de le dire parce que je l'ai oublié, mais il me semble que les compétences que vous avez dans vos domaines, nous en avons besoin aussi, parce que la vision des Dauphinois, c'est Dauphine. Je crois que Patrick a cité mon ami Laurent Bach, qui disait Dauphine un jour, Dauphine toujours. C'est plus que jamais d'actualité. C'est plus que jamais d'actualité. Pourquoi? Parce que, vous pouvez d'abord venir refaire de la formation et on vous fera des tarifs bonifiés. Voilà. Donc, on vous fera des tarifs d'amis, d'alumni, pour revenir de faire la formation de haut niveau, en intelligence artificielle, en finance, en banque, etc. Voilà. Venez quand vous voulez. Mais aussi, vous pouvez nous aider à venir enseigner dans nos formations de master, même ponctuellement, et saisissons l'avènement de la crise sanitaire et le développement de ces technologies numériques pour pouvoir organiser vos interventions à distance. Nous vous attendons aussi sur ce terrain-là. Partagez vos compétences avec nos étudiants en étant enseignants à distance, pour le moins, avec nos étudiants. Voilà. Merci infiniment et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier échange avec vous. Je vous souhaite une très bonne continuation aux États-Unis et que j'espère vous retrouver physiquement bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.